J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial et vous l'avez vu dans le titre puisque on va parler d'organisation et de productivité. C'est le premier épisode en solo que je fais depuis le mois de juin où j'avais fait un peu une rétrospective de la fin de la saison 1 du podcast, de l'avenir, etc. Donc je vous invite à écouter cet épisode si vous l'avez loupé. C'est l'épisode 49. Et dans cet épisode, justement, je vous annonçais que, étant donné que le tournage des podcasts, des interviews, etc., ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'organisation aussi, ça tombe bien parce que c'est le sujet du jour, il pouvait arriver parfois que vous ayez des épisodes en solo. Donc, je vous invite aussi à me faire un retour sur cet épisode si jamais le format vous plaît pour me dire si c'est quelque chose que je dois continuer ou pas, et même si vous avez des idées de sujets que vous voudriez que je traite. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de parler d'organisation et de productivité. Alors, il faut savoir que c'est pas forcément un sujet qui me passionne à la base, et c'est plutôt un sujet auquel je me suis intéressée par la force des choses, puisque étant salarié, étant entrepreneur, ayant mille et un projets, j'ai dû forcément m'y intéresser à un moment pour pouvoir faire face à tout. Et donc l'objectif de cet épisode, c'est de vous donner un peu des clés pour mieux vous organiser au quotidien. Il y a certainement des choses que vous connaissez déjà et il y en a certainement d'autres que vous allez découvrir. Je vais essayer que ce soit le plus pratico-pratique et d'illustrer avec mon expérience à moi, puisque ce sont toutes des choses des concepts que j'utilise depuis plus ou moins longtemps, et certains qui sont plus ou moins connus. Donc j'ai très hâte de vous parler de ça, et surtout pour commencer, avant de vous donner les 10 conseils, je voulais faire un peu vous expliquer le contexte. Donc en fait, que ça soit, je pense que ça fait longtemps même, j'arrive pas à me souvenir, mais en tout cas, j'étais une grande adepte des to-do list, en tout cas que ça soit au DCG ou au DCG ou même au taf, et je continue toujours à les utiliser un petit peu. Ce que j'adore, c'est prendre une feuille de papier et noter toutes les tâches que j'ai à faire, mais se posent plusieurs problématiques en faisant ça. Alors c'est très bien, surtout quand on n'a pas trop de choses à faire, on va dire, parce que sinon on a besoin d'un cahier A4 pour tout remplir. Mais une des principales problématiques, c'est que quand on fait ça, en général, on se fait une to-do list à rallonge, c'est-à-dire que on se dit aujourd'hui, je vais faire ça, 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 et à la fin de la journée, on n'a fait que ça, 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 et du coup, on se dit qu'on est nul et qu'on n'a pas réussi à faire tout ce qu'on voulait faire, alors que peut-être que le problème est ailleurs et qu'en fait, on s'est mis 10 tâches, alors qu'en fait on ne pouvait en faire que 3 ou 4 aujourd'hui, et donc c'est pas parce qu'on n'a pas été productif et qu'on n'a pas avancé, c'est juste qu'on avait mal budgété un peu notre temps. Donc voilà une des premières problématiques à laquelle je me suis heurtée. Donc on va dire que c'est plus psychologiquement de se dire qu'à la fin de la journée on n'a pas réussi à tout faire. C'est pas très motivant, ça peut même être parfois un peu culpabilisant. Et il y a aussi la problématique du papier, c'est-à-dire que comme ces papiers, moi j'ai tendance à utiliser plein de brouillons, etc. Tu peux un peu les perdre, ou si tu as une idée de quelque chose que tu veux faire, je sais pas où, tu te dis ah bah tiens, il faut que je prenne rendez-vous, je sais pas, chez le médecin, ou il faut que j'achète tel ou tel truc. Si l'idée t'arrive, par exemple dans le bus ou dans le train ou dans la voiture ou chez toi ou au taf, ou en fait tu vas pas forcément avoir ta to-do list à portée de main, et puis peut-être que tu vas avoir une to-do list pour le boulot, une to-do list pour le perso, voilà, c'est un peu le bordel. Moi, il me semble que j'avais des to-do list un peu globales, par exemple pour réviser une matière, j'avais tous les chapitres à réviser, et donc je surlignais ou je cochais, je suis plutôt team surlignage, mais une fois que j'avais révisé ce chapitre, mais sauf que pour réviser un chapitre, à chaque fois il faut relire le cours, faire des exercices, faire les annales 2016, 2017, 2018, et du coup ça c'est encore une sous-to-do list. Donc, ce qui fait que au bout d'un moment ça devient vite le bazar, et d'autant plus
quand dans mon cas, on a plusieurs projets en même temps, donc c'est-à-dire dans l'ordre, j'ai eu d'abord le blog, après j'ai eu la création de contenu sur LinkedIn, sur Insta, le podcast, la newsletter, le livre qui est plutôt un projet, et accessoirement, j'ai aussi quand même un job en cabinet. J'essaye de faire du sport et j'ai aussi un peu une vie perso quand même. Il ne faudrait pas l'oublier. Et donc voilà un peu moi le contexte de mon organisation avant. Et là, le but, c'est que je te donne 10 conseils que j'utilise moi au quotidien et qui, je pense, me font gagner beaucoup, beaucoup de temps. Et en tout cas, moi, c'est des choses que j'ai mises en place qui me conviennent à moi. Donc, libre à toi de récupérer un ou deux conseils par-ci par-là et de les tester pour voir si ça te convient. Donc, mon premier conseil, c'est tout d'abord de se fixer des objectifs. Alors, ça peut paraître bête, dit comme ça, peut-être que pour certains c'est évident, et pour d'autres un peu moins. Les objectifs, ça peut être des objectifs à plus ou moins long terme, c'est-à-dire que je pense que euh, vous êtes peut-être beaucoup à vous fixer des objectifs annuels, parce qu'avec le premier de l'an, avec les résolutions, etc., on se dit, bon, bah, cette année, je vais me mettre au sport, cette année, je vais passer mon DSCG, cette année, je vais, je sais pas, changer de cab, je vais me mettre à mon compte, etc. Par contre, on n'est pas forcément beaucoup à les suivre. Mais moi, la première, je m'étais fixé des objectifs et en final, je ne sais même plus ce que je m'étais fixé parce que j'ai dû les noter quelque part, mais je ne sais plus où. Donc je ne sais même plus vraiment quels étaient mes objectifs. Donc ça, c'est un premier point et je pense que c'est vraiment important de se poser, que ça soit vers la période de fin d'année. Donc ça peut être maintenant de se poser pour dire, un peu comme il y a des entreprises qui font leur budget, nous de se dire c'est quoi mes objectifs pour l'année 2024, d'y réfléchir. Ça permet aussi de se projeter, de se visualiser, donc après ça peut être plus motivant. Et surtout, quelque chose que j'ai commencé à faire cette année, et que j'ai vu sur un contenu de Pauline Legnaud, pour ceux qui connaissent, c'est une chef d'entreprise et elle a un podcast qui s'appelle le podcast de Pauline Legnaud, sur lequel elle interviewe des entrepreneurs entre autres. C'était le fait de faire une rétrospective de son année. Et en fait, pour faire une rétrospective de son année qui est passée, il faut savoir ce qu'on y a fait. Et donc elle utilise un Google Agenda parce que c'est là où elle centralise tous ses rendez-vous, etc. Et donc à la fin de l'année, elle peut reprendre son agenda et redécouvrir ce qu'elle a fait en janvier, en février, en mars, en avril, etc. Et ça lui permet de faire un petit peu un point. Et des fois, on a tendance à se dire « Oh, mais j'ai rien fait cette année ». Et en fait, parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'on a fait. Donc c'est bien aussi de remettre ça en perspective et d'avoir un peu une vue d'ensemble de qu'est-ce que j'ai fait de mon année. Donc en fait, dans ces objectifs annuels, il y a deux parties. Il y a la partie vraiment se fixer des objectifs et il y a la partie noter au quotidien, de façon hebdomadaire, ce qu'on fait pour pouvoir à la fin de l'année justement constater qu'est-ce qu'on a fait cette année, qu'est-ce que là on a passé du temps sur ça, ah oui, il s'est passé ça, je m'en souvenais plus. Donc je trouve que c'est super intéressant aussi pour envisager l'année d'après. Donc moi c'est quelque chose que j'ai mis en place cette année grâce à un outil dont je vais vous parler tout à l'heure. Et c'est quelque chose par exemple qui aurait été très compliqué à faire avec des to-do list papier comme je faisais à l'ancienne, puisque en fait à moins de garder toutes mes to-do list ou alors de retaper à la main, sur l'ordinateur, toutes les choses que j'ai dû faire, bah, ça aurait été très compliqué. Donc là, l'avantage, c'est que comme j'ai un outil qui est digital, je conserve tout l'historique. Ensuite, on peut se fixer des objectifs trimestriels. Alors, je les ai mis dans objectifs, c'est pas vraiment des objectifs pour moi, c'est plutôt des priorités. En fait, pour moi, il y a plusieurs priorités. Dans notre vie, on peut avoir une priorité qui va être liée au travail, aux études, mais aussi ça peut être la vie de famille, la santé par exemple. Et en fait, je suis convaincue qu'on ne peut pas mettre la priorité sur tout. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut
définir sa priorité et s'y tenir. Et ça permet aussi de déculpabiliser, de se dire, en fait, ce trimestre-là, en fait, il est consacré plutôt au travail. Et je sais que je vais devoir délaisser un peu d'autres choses parce que mes journées elles font toujours 24 heures et donc si je passe plus de temps sur le travail, ça veut dire que je vais passer moins de temps sur mes études, sur ma vie de famille, sur ma santé par exemple. Et c'est ok. Tout comme ma priorité ça peut être ma vie de famille et donc auquel cas je vais passer moins de temps sur le travail, les études, la santé et c'est ok. Tout comme ma priorité ça peut être la santé, je vais passer moins de temps sur le travail, les études. Enfin bref, vous avez compris le principe. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de super important parce qu'on n'a pas forcément tendance à le faire. On se dit, en fait, moi, je veux tout faire. Sauf qu'à un moment, on ne peut pas tout faire et le risque, c'est de pas tout faire, voire pas du tout. Et après, de culpabiliser, de se dire, on est nul, enfin, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci et tout. Alors qu'en fait, la problématique, c'est pas vraiment forcément la volonté, c'est plus que à l'origine, si on n'a pas défini sa priorité, et forcément, on ne peut qu'être déçu. Donc voilà pour le trimestriel. Après, pour les objectifs mensuels, c'est quelque chose que je fais depuis un mois, donc c'est tout frais. Et en fait, moi, ça vient du travail. En fait, on a mis ça en place au travail et j'ai trouvé ça pas mal. Donc je me le suis mis en place aussi moi pour ma vie entre guillemets perso slash projet. Donc en fait, les objectifs mensuels, alors moi c'est un fichier Excel que j'utilise, donc pour ceux qui, euh, qui le souhaitent, ils peuvent m'envoyer un message sur LinkedIn et je leur enverrai mon fichier, mais c'est un fichier qui n'est pas très compliqué, que j'ai repris celui du taf. Donc en gros, vous avez une première ligne où vous mettez le temps que vous avez de disponible. Donc je vais prendre le fichier devant moi, comme ça va être plus simple. Donc il y a une première ligne où c'est marqué par exemple jour de travail du mois et on met dans la colonne d'à côté le nombre de jours qu'on travaille. Donc si c'est dans le cadre du travail en entreprise, admettons ça va être 5 jours par semaine en général pour la plupart des gens, fois 4 plus peut-être 2 petits jours qui vont se balader par-ci par-là. À ce temps-là, juste en dessous, on a une ligne 20% de disponible qui est en fait 20% du temps qu'on a mis. Donc par exemple, si on a mis 20 jours de disponible ce mois-ci, et dans ce cas-là, on va avoir 4. Et en fait, c'est une décote un peu pour se dire que on estime qu'il y a 20% de ce temps qui est totalement disponible, qui va soit pas être utilisé ou soit en fait on va faire des trucs par-ci par-là et on va pas forcément être à 100%. En gros, on planifie une pleine charge de travail sur 80% de notre temps total qui est disponible. Donc admettons, si j'étais à 20 jours, ça m'enlèverait 4 jours. Donc il me resterait, ensuite c'est la ligne du dessous, il me resterait 16 jours de vraiment disponible où je peux planifier de faire des choses pour ne pas être overbooké. Ensuite, on a une ligne qui est la ligne déjà pris par des rendez-vous, des réunions, des congés, des cours, des formations, bref. Tout ce qui est déjà prévu, on sait qu'on va avoir ces contraintes-là. Donc moi, par exemple, dans mon perso, je vais avoir... alors je crois que ce mois-ci, je dois avoir peut-être 5 ou 6 jours qui sont déjà pris parce que j'ai des tournages d'épisodes de podcast, entre autres. Ou des journées où j'ai des réunions parce que j'ai essayé de regrouper un peu toutes les réunions sur une seule et même journée. Donc en fait ma journée, entre guillemets, je vais rien pouvoir faire de productif puisque je vais avoir des réunions. Donc ce qui nous amène ensuite, admettons que j'avais 5 jours déjà pris, ça fait 16 moins 5, ça veut dire que vraiment en temps disponible, je n'ai que 11 jours. Et donc, je vais planifier qu'est-ce que pendant ces 11 jours, qu'est-ce que j'ai prévu de faire et qu'est-ce que je peux faire. Et donc ensuite, c'est là qu'on peut mettre, moi j'ai regroupé un peu par catégorie, parce que j'ai fait une catégorie blog, une catégorie podcast, une catégorie création de contenu, une catégorie deck, une catégorie divers. Et ensuite, dans chaque catégorie, j'ai mis, par exemple, pour le blog atelier éditorial, donc ça c'était un peu une formation avec un prestataire, j'ai mis que ça allait durer 4 heures.
Ensuite, j'ai mis les fiches de management pour le DCG. J'ai mis que ça allait durer 4 heures. J'ai mis une séquence de bienvenue pour la newsletter. J'ai mis que ça allait durer 3 heures. Bref, en gros, le but, c'est de mettre toutes les tâches que tu as prévu de faire et de budgéter ton temps, de dire ok, ça je pense que je vais y passer tant de temps. Et donc ensuite à la fin tu fais un différentiel entre moi par exemple c'était mes 11 jours disponibles VS le temps que j'ai prévu de passer sur chaque tâche. En fait ça me permet de savoir si j'ai prévu trop de choses ou au contraire pas assez. Donc ça c'est un premier point. Et ensuite moi ce que j'ai rajouté qu'on n'a pas forcément dans mon taf, c'est que j'ai fait ensuite par catégorie, j'ai fait une somme et je l'ai ramené au temps total pour savoir en gros, par exemple pour le blog, c'est marqué sur mon fichier que j'ai prévu d'y passer tant d'heures et donc sur mon temps total, au final ça représente 30% de mon temps. Le podcast, ça représente 10% de mon temps, la création de contenu 10%, le deck 42% et divers 10%. Donc ça permet aussi justement de vérifier que par rapport à ta priorité du mois par exemple, que c'est ta priorité du trimestre pardon, que c'est bien en adéquation et que en fait tu te dises pas en fait ma priorité c'est le deck et finalement en fait quand tu fais le décompte tu te rends compte que ça correspond qu'à 10% de ton temps par exemple. Donc c'est pas mal pour avoir une vue d'ensemble et une vue globale. Et après moi comme c'est un fichier un peu plus perso, j'ai rajouté des colonnes à droite où là c'est plus du oui-non, des objectifs un peu perso, de savoir si je vais réussir à les tenir ou pas ce mois-ci. Donc là c'est pas du tout une question d'heure ou de temps. Par exemple j'avais mis nouvelle routine sport le matin. Lire, prendre des rendez-vous médicaux, renouveler ma carte d'identité, faire une nouvelle routine le soir. Donc voilà, ça permet en fait de se dire ok c'est quoi mes objectifs ce mois-ci. Déjà en termes de temps, est-ce que ça passe et d'avoir un peu une vue sur son mois. Et en fait le but, je le faisais pas le mois dernier mais je vais essayer de le faire ce mois-ci. Je pense que c'est d'y revenir un peu toutes les semaines, genre moi par exemple le dimanche soir, de se référer à ce fichier-là pour savoir qu'est-ce que j'ai fait dans ma semaine, c'était quoi mes objectifs du mois, est-ce que ma semaine précédente j'ai avancé dans ces objectifs, planifier un peu la semaine d'après en se disant la semaine d'après par rapport aux objectifs que j'avais prévus, qu'est-ce que je peux faire dans ce sens-là. Et pareil pour les objectifs un peu plus perso, oui non, de se dire est-ce que j'en ai atteint certains ou pas, et sinon est-ce qu'il faut que je m'organise dès maintenant pour pouvoir réaliser cet objectif. Par exemple typiquement renouveler carte d'identité, ça veut dire qu'il faut que j'aille sur un site, il faut que je prenne un rendez-vous. Après il faudra que je prépare des documents pour aller à ce rendez-vous, il faudra que j'aille à ce rendez-vous. Donc voilà, il y a plusieurs sous-étapes. Donc potentiellement pour renouveler ma carte d'identité je vais avoir en fait 4-5 sous-étapes. Donc voilà, et ça c'est la fin du premier point. Eh bien, on n'est pas rendu, c'est moi qui vous le dis. Et ensuite, non, pardon, c'est pas tout à fait la fin. Après, j'ai mis c'était important aussi de se fixer des objectifs hebdomadaires et journaliers. Donc comme je dis hebdo, je pense que en fait on peut se référer aux objectifs mensuels pour un peu les décliner, après les répartir en fonction de la semaine et réajuster. Et surtout journalier. Moi j'ai pas mal de tâches qui sont journalières où je me mets des petites tâches à faire tous les jours pour avancer. Et donc pour ça c'est mon deuxième point. Moi j'utilise l'outil Notion. Alors je sais pas si tu connais, mais en gros c'est un outil, alors je crois qu'il est américain, qui commence à être un peu connu, qui permet de faire plein de choses. Un outil d'organisation, on peut faire des to-do list, on peut faire des calendriers, on peut faire des tableaux, on peut faire plein de choses. Et donc moi, c'est l'outil que j'utilise depuis maintenant 1 an et demi, je pense, et qui me permet de structurer pas mal de choses, donc notamment pour toutes mes tâches que j'ai à faire journalières. Mais en fait, je me suis construit une base de données où je renseigne ma tâche à faire, la date à laquelle il faut le faire, si c'est fait ou pas, donc j'ai une coche pour savoir si c'est fait ou pas.
Et j'ai aussi une coche avec à replanifier pour savoir si je dois le replanifier ou pas. Et en fait, j'ai une vue calendrier qui affiche toutes mes tâches. Donc là, par exemple, si je prends la journée d'aujourd'hui, donc aujourd'hui, comme tous les jours, j'avais ma routine du soin visage à faire, mes compléments à prendre, je devais boire 2 litres d'eau, je devais faire du sport et sinon je devais préparer ma valise, je ne l'ai pas encore faite mais je vais le faire juste après cet épisode de podcast. Je devais répondre à un mail que je n'ai pas fait. Je devais prévoir des documents parce que j'ai un rendez-vous en fin de semaine. Je devais imprimer des feuilles pareil pour ce même rendez-vous. Et j'avais une consultation chez le médecin ce midi. Donc ça, c'est toutes les choses que j'avais à faire. Et en fait, ça s'affiche sous format calendrier un peu en to-do list. Donc c'est-à-dire que je peux voir ma semaine, ma journée. Et j'ai toutes mes tâches qui sont des cases séparées. Et donc j'ai fait un filtre qui fait que ça ne m'affiche que les choses qui sont cochées comme non faites. Et donc, ce qui me permet qu'à chaque fois que je fais une tâche, je la coche, ce qui fait que ça disparaît de ma vision de calendrier. Après, je peux la retrouver si je veux. Mais moi, ce que je préfère voir, c'est ce qu'il me reste à faire aujourd'hui. Et en l'occurrence, il y avait aussi tourné cet épisode de podcast. Et une règle qui m'est venue en préparant justement cet épisode, que je n'applique pas, pour le coup, c'est la seule que je n'applique pas pour le moment. C'est la règle de se dire que si je décale 2 fois une tâche, c'est-à-dire par exemple je l'avais prévu de la faire aujourd'hui et que je la décale à demain, puis demain je la redécale. Donc si je la décale 2 fois, c'est de se dire qu'en fait c'est pas forcément une priorité et donc potentiellement je peux la mettre en à replanifier. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec le fait que ça soit digital, c'est que je peux glisser, déposer d'un jour sur l'autre, d'une semaine sur l'autre, sans pour autant avoir à barrer, à refaire totalement une to-do list à la main, par exemple, comme c'était le cas avant avec mon système d'organisation. Donc ça, c'était mon deuxième point. Moi, j'utilise l'outil Notion. Je pense qu'il y a plein d'autres outils. Ça me permet aussi, du fait que ça soit digital, comme je le disais tout à l'heure, de noter à chaque fois que j'ai une idée ou je sais pas, je reçois un mail, je suis dans le train ou je suis dans le bus ou je suis n'importe où. Bah en fait, je peux mettre, ok, il faut que je réponde à ce mail et je peux le mettre sur mon tel. Ça s'affichera sur l'ordinateur, peu importe où je suis et inversement. Et donc, ça me permet de pas devoir le noter dans mes notes de mon téléphone, par exemple, et après de devoir le remettre sur l'outil. Donc, ça me fait gagner quand même pas mal de temps. Ça, c'était le deuxième point. Pour le troisième point, je voulais vous parler de charge mentale. Alors, je ne sais pas si tu connais le concept. Alors, ça a été surtout popularisé un peu plus pour du côté féminin, parce que, en fait, on va dire, ça ne devrait pas être le cas, mais dans notre société, c'est souvent la femme qui s'occupe un peu plus des enfants, même si ça a tendance à changer. Et donc, tu dois gérer à la fois ton taf, tes enfants, ta vie de femme, entre autres. Enfin bref, tu dois gérer plein de trucs. Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est la charge mentale ? La charge mentale, c'est le fait de devoir penser tout le temps à faire plein de trucs. Et c'est pas forcément le fait de faire, c'est le fait d'y penser. Par exemple, ah oui, il faut que je fasse les courses. Ah oui, il faut que je réponde à un mail. Ah oui, il faut que je fasse ça. Ah oui, il faut que je fasse ci. Alors qu'en fait, c'est pas forcément le sujet du moment. Donc, par exemple, quand t'es au taf, peut-être que tu vas te dire, ah oui, il faut que j'appelle le plombier. Quand t'es chez toi, tu vas dire, ah oui, il faut que je réponde à ce mail, il y a ce client, il y a ce truc. Et en fait, c'est le fait de penser à quelque chose qui n'est pas du tout en lien avec l'environnement dans lequel tu es actuellement. Et donc ça peut être très chronophage et très stressant parce qu'en fait, on se dit toujours, ah oui, puis j'ai ça à faire, puis j'ai ça, puis j'ai ça, puis j'ai ça. Et donc, pour pallier à ça, moi, j'ai mis en place plusieurs méthodes. Alors, il y a le batching. Alors, je ne sais pas si tu connais. Ça a été plus popularisé un peu sur tout ce qui est recettes de cuisine
Par exemple, il y a des personnes qui cuisinent tous leurs plats, genre le dimanche soir. Enfin, pas forcément tous leurs plats individuellement, mais par exemple, ils font des grosses portions de riz, des grosses portions de pâtes, des grosses portions de pommes de terre, ils font un plat en sauce, ils font un gratin. Et comme ça, ils ont tous leurs plats de toute la semaine, ce qui leur permet de gagner du temps pendant la semaine. Donc le batching, c'est le fait de regrouper sur un moment plein de... En fait, des actions qui t'auraient fait perdre du temps si tu les avais fait de façon séparée. Moi, par exemple, c'est ce que je fais aussi un peu avec le podcast quand c'est des formats interview. Bah, en fait, je vais dans une ville ou dans une région de la France et je tourne des épisodes pendant 2-3 jours, voire une semaine, ce qui fait que j'en ai d'avance. Et donc ensuite, dans les semaines qui suivent, j'ai entre guillemets juste à poster les épisodes et à en faire la promotion, mais j'ai pas à me dire ah mince, j'ai pas d'épisode cette semaine, qui est-ce que je vais aller interviewer. Ou par exemple, ça peut être pareil pour les mails en cabinet, on peut se dire, enfin moi c'est ce que je fais, en fait j'arrive le matin, je vais d'abord prendre 30 minutes pour regarder uniquement mes mails, trier un peu qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est pas urgent, qu'est-ce qu'il faut répondre tout de suite ou pas, et ensuite avoir des après ces 30 minutes, je vais avoir, on va dire, 2h30 ou 3 heures où ça va être plus des tâches de fond, ou genre par exemple faire un bilan. Et ensuite, je vais avoir 30 minutes avant d'aller manger pour rechecker mes mails, pour voir si j'en ai reçu de nouveau ou alors si je peux continuer de traiter ceux que j'ai pas fini le matin. Et en fait, ce qui permet de ne pas être interrompu à chaque fois que tu es, par exemple, en train de faire un bilan. Il n'y a rien de pire, et je pense que tout le monde, ou quasiment, sait de quoi je parle, que de recevoir un... En fait, tu es en train d'avancer clairement sur le dossier, et puis tu as un mail, et puis ah bah tiens, il faut que je réponde, et puis ah bah tiens, j'ai une notif Teams, et puis ah bah tiens, et en fait, genre, on s'en sort plus. Donc voilà, le batching, c'est vraiment le fait de regrouper des petites actions sur une plage de temps, par exemple une demi-journée ou une demi-heure, et de les centraliser à ce moment-là pour ne plus y toucher à d'autres moments et donc gagner du temps. Ensuite, bah justement, ça fait le lien avec ce que j'expliquais avec le bilan. En fait, je vais parler de deep work et de shallow work. Alors, je pense que tu connais peut-être déjà le deep work. Donc, c'est un état dans lequel tu es super concentré et où tu as besoin. Enfin, en fait, c'est une tâche complexe. Donc, tu as besoin vraiment aussi d'être concentré. Alors que le shallow work, donc ça c'est un terme que j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est une tâche qui ne demande pas forcément beaucoup de concentration. Donc en exemple, moi j'ai mis que le deep work c'était plus le côté bilan pour illustrer, et le shallow work c'était plus la partie saisie, ou la saisie clairement. Alors je sais qu'il y en a qui m'écoutent des fois, qui font de la saisie et qui ont un épisode de podcast en même temps, parce que justement en fait, vu que la saisie ça demande pas forcément d'être ultra concentré, bah, ça leur permet de faire deux choses à la fois. Et donc cette distinction elle est très importante. Moi je l'utilise aussi plus pour me dire, par exemple, qu'en fin de journée, on va plus faire du shallow work, des choses qui ne demandent pas trop d'être concentré, parce qu'en fait, c'est la fin de la journée, et donc on a moins d'énergie, etc. Ou même de se dire, en fait, si je fais quelque chose qui ne demande pas énormément d'énergie mentale, de concentration plutôt, je peux faire autre chose en même temps, comme écouter un podcast, comme écouter de la musique, comme voilà, faire autre chose à la fois. Donc typiquement faire de la saisie et, et écouter un podcast. Ensuite, ma troisième astuce pour réduire la charge mentale, c'est de désactiver les notifs Teams mail. Bon, ça, je l'ai un peu déjà évoqué. Je rajouterai même Instagram, LinkedIn. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait récemment, il y a 2-3 semaines, je crois. J'ai enlevé les notifs Insta, LinkedIn sur mon portable. Et depuis un petit moment, j'ai enlevé les notifs Teams et mail, ce qui permet de ne pas avoir des notifs qui pop alors que tu es censé être concentré, qui vont te déconcentrer, parce que je crois que
Je crois qu'on met à peu près 15 minutes à se reconcentrer et tout. Donc en fait, on s'en rend pas compte, mais ça nous fait perdre vraiment énormément de temps. Et donc ça permet d'être en pleine conscience dans ce qu'on fait dans l'instant présent. Une autre astuce, c'est de regrouper les petites tâches sur une journée par exemple. Bon, ça rejoint un peu le batching, mais en fait de se dire j'ai plein de petites choses à faire. Ben en fait, au lieu d'en avoir un peu tous les jours, je vais tout regrouper sur une journée, comme ça après je sais que c'est fait et qu'on n'en parle plus. Et ma dernière astuce pour réduire la charge mentale, c'est de diviser des fois des choses qu'on a à faire en sous-tâches. Et surtout quand on procrastine, parce qu'en fait quand on procrastine, le problème c'est que ce qu'on a à faire reste en arrière-plan et donc alimente notre charge mentale. Et moi typiquement c'est le cas avec mon premier rapport semestriel que je dois rendre. Pour ceux qui ne savent pas, rapport semestriel c'est dans le cadre du DEC, on a des rapports d'une quinzaine, vingtaine de pages à rendre pour valider le diplôme. Il y en a 4 au total à partir de la deuxième année. Et en fait, eh ben moi, il faut que j'avance sur mon rapport. Je l'ai commencé, je ne l'ai pas du tout terminé. Et je vois que je procrastine vraiment énormément dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que pour éviter de procrastiner, je vais le diviser en sous-tâches qui, elles, ne sont pas prises une à une. C'est pas forcément très impressionnant et donc ça va me permettre d'en mettre un petit peu chaque jour et comme ça de pouvoir avancer et donc in fine de pouvoir arriver à terminer ce foutu rapport semestriel. Voilà, comme ça vous connaissez toute ma vie. Ensuite, donc maintenant si on retourne, on arrête de parler de charge mentale, un conseil que je peux donner pour préparer sa journée, pour avoir une journée productive, c'est d'abord d'anticiper et de voir qu'est-ce qu'on peut faire la veille. Donc la veille, on peut notamment mettre un réveil le soir. Alors là, vous allez me dire, ça y est, elle a pété un câble. Ça, c'est une astuce pareil que je teste depuis cette semaine, que j'ai vue dans une vidéo de Sissi Mua. Donc pour ceux qui connaissent, une célèbre youtubeuse et entrepreneur et fitness girl, qui disait que évidemment elle a un réveil le matin, mais qu'elle met aussi des réveils pendant la journée, ce que moi je ne fais pas. Mais en tout cas, elle met un réveil le soir pour se rappeler que c'est l'heure d'aller se coucher. Et en fait, j'ai trouvé ça pas du tout con. Donc au-delà de mettre un réveil pour aller se coucher, on peut aussi mettre un réveil pour se dire à telle heure je commence à préparer à manger, à telle heure je commence à faire ma routine du soir par exemple, si on va pas se coucher directement, si on lit ou autre. Donc voilà, donc je trouvais ça intéressant. Ensuite, en cinquième conseil, pareil, c'est un peu préparer la veille, c'est préparer ses affaires la veille, préparer sa to-do du lendemain ou de sa semaine, par exemple si on est le dimanche. Parce que c'est un peu comme si le matin, quand on se levait, on avait notre énergie qui était à 100% comme une pile qui est verte. Et puis en fait, au fur et à mesure de la journée, notre énergie, elle descend. Et plus on a de choix à faire, plus notre énergie, elle descend. Alors, elle descend petit à petit. Mais en fait, plein de petits choix, en fait, ça va nous fatiguer mentalement, si je puis dire. Et donc, le but, c'est que quand on se lève le matin, normalement, c'est le moment de la journée où on va avoir le plus d'énergie. Et donc, le but, c'est de ne pas avoir toutes ces petites frictions, de se dire ah bah, elles sont où mes affaires, à quelle heure faut que je parte, je vais oublier ci, je vais oublier ça, bref. Go de tout préparer la veille. Parce que justement, toutes ces étapes de préparation, c'est plus du shallow work, c'est-à-dire que ça ne demande pas beaucoup de concentration, enfin, pour faire son sac ou pour je sais pas, prévoir, faire sa to-do list, de prévoir ce qu'on a à faire le lendemain, ça ne demande pas énormément de concentration. Et donc, il vaut mieux le faire la veille au soir et consacrer l'énergie de la journée à faire les choses plutôt qu'à prévoir de les faire. Donc ça, c'est mon cinquième conseil. Et pareil, un conseil qui va un peu avec, c'est conseil numéro 6, c'est Eat the Frog ou Mange la grenouille en français. C'est un concept qui est assez connu, qui consiste à dire
Alors je crois que pour la petite anecdote, c'est quelqu'un, on lui dit t'as la journée pour manger la grenouille. Et ben en fait la plupart des gens ils vont attendre la toute fin de la journée pour manger la grenouille parce que t'as pas envie de manger ça, etc. Donc dans tous les cas tu vas le faire, mais tu vas le faire à la fin de la journée et donc ce qui fait que toute la journée tu vas y penser, tu vas culpabiliser, tu vas te demander ce que tu vas faire alors que tu sais que tu vas le faire au final. Et donc ce concept veut que, en fait, mange la grenouille, c'est pour dire, en fait, tu commences par manger la grenouille et comme ça, après, ta journée, elle est libre et tu peux faire ce que tu veux. Et donc, en fait, ce qu'il y a derrière ça, c'est de se dire ce qui est le plus important ou ce que tu as le moins envie de faire, mais qu'il faut que tu fasses, que tu vas faire dans tous les cas, il vaut mieux que tu commences par ça pour après être tranquille et même au-delà euh, de de dispatcher entre quelque chose que tu dois absolument faire qui est important, que tu vas mettre plutôt en début de journée pour après être libre, c'est plus le fait même de se dire ce qui est vraiment important, urgent, en fait de le mettre au début de la journée, donc plus ce qui va être deep work et après de garder pour plutôt la fin de journée ce qui va être shallow work et qui demande moins d'énergie justement. Ensuite, mon point numéro 7, c'est l'importance des routines. Et en vrai, ça, je suis vraiment une, une fervente défendrice des routines. Je trouve que c'est la vie tout simplement. Avant, j'avais pas de routine. Après, j'avais beaucoup moins de trucs à gérer aussi, donc ça allait. Mais depuis que j'ai des routines, franchement, ça m'a changé la vie. Déjà, ça permet aussi de diminuer la charge mentale parce que en fait, t'as pas à réfléchir à ce qu'il faut faire ou pas. Tu sais que dans tous les cas, ce jour-là, par exemple, tu fais ça. Donc moi, dans mon cas, c'est entre autres, donc j'ai mes routines journalières, comme je vous ai dit, avec je bois, je fais du sport, je prends mes compléments, etc. Et j'ai aussi mes routines hebdo, genre le dimanche, je commande mes courses de la semaine, je fais un drive. Je change mes draps, je passe l'aspirateur, entre autres. Et donc la routine, c'est vraiment ça change vraiment la vie parce que t'as pas à y réfléchir et ça devient un automatisme. Et pour s'organiser, tu vois, par exemple pour les courses, de se dire, bah en fait, je sais qu'au moins j'ai mes courses de la semaine et donc je prévois dans mes courses qu'est-ce qu'il faut que je prenne pour faire mes repas, enfin pour cuisiner, pour avoir des repas pour le midi potentiellement si je suis là ou pas. Et donc ça va conditionner toute ta semaine alors que si tu le fais pas et que tu es désorganisé, donc je reprends l'exemple des courses parce que je pense que c'est un exemple qui parle à tout le monde, c'est que en fait des fois le jeudi tu vas te retrouver où tu vas plus avoir rien à manger, du coup tu vas commander, après c'est le vendredi donc tu vas sortir, donc tu vas avoir la flemme, donc le week-end au final pareil, tu vas plus rien avoir dans le frigo, mais il pleut, mais machin, donc au final tu vas quand même aller faire tes courses, tu vas y aller le samedi, mais en fait t'as pas forcément pris assez et donc le mardi de la semaine d'après il faut que tu y retournes, enfin bref. Rien que d'y penser, ça me fait peur. Mais en tout cas, le fait de se dire j'ai un jour dans la semaine où je sais que toutes les semaines, je fais les courses typiquement. Alors en fonction des semaines, il va y avoir plus ou moins de courses parce que on a plus ou moins de reste ou alors je suis plus ou moins à la maison. Mais en tout cas, le fait de se mettre une routine, moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Et un autre exemple dont je voulais vous parler par rapport aux routines, c'est la salle de sport, puisque ça fait à peu près un an, je pense, même un an et demi que j'essaie d'y aller régulièrement. Donc avant, on va dire que j'y allais à peu près le mardi et le jeudi en règle générale, et une fois, soit le samedi, soit le dimanche, ça dépendait. Sauf que en fait, je me suis rendu compte que ça me prenait quand même pas mal de charge mentale parce que ça veut dire qu'il y a des jours où j'ai sport et il y a des jours où j'ai pas sport. Alors jusque-là, vous allez me dire oui, c'est normal. Sauf que ça veut dire que le lundi soir, il faut que je pense à préparer des affaires, tout ça potentiellement, à me dire que le soir, je serai pas dispo parce que j'ai après le travail. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse un effort de réfléchir quand est-ce que je fais du sport ou pas et j'ai un risque de me dire ah mince j'ai pas préparé mes affaires alors que je voulais faire du sport donc je vais pas pouvoir en faire donc bref vous voyez le topo
Et donc, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait pour remédier à cela, tout simplement? Alors déjà, moi, j'ai déplacé le sport du soir au matin parce que, voilà, j'ai suivi le conseil de Eat the Frog. Alors, autant, ça va, j'aime quand même faire du sport, mais au moins, comme c'est fait le début de la journée, ça me permet de quitter le taf et de rentrer directement chez moi plutôt que de me dire je vais au sport parce que quand j'allais au sport, du coup, ça me faisait rentrer genre à 21h, 22h. Autant te dire que la journée était quasiment terminée. Donc en fait, tu manges, tu prends ta douche, sauf que le problème, c'est que la journée est quasiment terminée, sauf que je n'avais pas envie forcément d'aller me coucher directement. Donc, je regardais quelques vidéos sur YouTube, sauf que quand tu commences à regarder des vidéos sur YouTube à genre 23h, 23h30 et que comme moi, tu adores les vidéos plutôt longues, grand minimum 20 minutes, mais souvent 30, 40, 50 minutes, eh bien, tu te retrouves à te coucher à 1, 2, 3 heures du matin. Donc voilà, c'était assez problématique. Et donc, une des chances que j'ai, c'est que comme je suis proche de mon taf, en fait, je commençais plutôt comme une lève tard, c'est-à-dire que je commençais à 9h30. Et donc, je me suis dit, je me lève à 9h pour commencer à 9h30. Je pense que ce n'est pas très problématique si je déplace mon sport du soir qui me fait rentrer à 21h, 22h le matin, hein. Je peux me réveiller à 8h quand même. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, ça, c'était une partie du problème qui me faisait rentrer tard. Et donc, après, me coucher tard. Et donc, être fatiguée. Et donc, d'autant plus arriver à 9h, plus 35, 40 que 9h30 d'ailleurs. Donc, ça, c'était une première problématique. Et la deuxième problématique, si tu te souviens, c'était aussi que j'avais de la charge mentale entre les jours où j'allais à la salle et les jours où je n'allais pas à la salle. Donc j'ai tranché en me disant que j'allais tous les matins à la salle. Et comme ça, je n'ai plus de charge mentale. Alors que, enfin, ça peut faire peur de se dire non mais attends, c'est énorme et tout. Et pareil, vu que la salle, elle est juste en face de mon taf, littéralement, j'ai juste à traverser la rue, comme dirait Emmanuel Macron. Eh bien, en fait, j'ai pas de temps de trajet. Et donc, finalement, le fait de savoir que tous les soirs, je dois préparer mon sac, enfin d'ailleurs, il reste préparé toute la semaine, eh bien en fait, ça me prend largement moins de charge mentale plutôt que d'avoir des jours avec, des jours sans, et puis ma santé me dit merci. Et d'ailleurs, une autre problématique qui me vient par rapport au fait que je faisais du sport le soir, c'est que souvent, quand il y a des after-work ou je sais pas, des webinaires, ça arrive très souvent que ça soit à 18h, à 19h, sauf que en fait, moi, comme j'avais prévu de faire mon sport, mais que je veux aussi assister à ce genre d'événement, et bien souvent je décalais le sport. Alors, en plus j'y allais avec un ami, donc le problème c'est que quand tu as prévu d'y aller à deux et que tu dis bon en fait alors s'il y en a un qui dit au final je peux pas mardi, on peut décaler à lundi. Moi je dis ok pour lundi, par contre moi je pourrais pas jeudi, donc est-ce qu'on peut y aller mercredi? Ah bah non parce que moi j'avais, enfin bref, l'horreur. Donc au moins comme c'est le matin, ça me laisse le temps le soir de pouvoir prévoir d'autres choses que faire du sport, et ma soirée n'est pas bloquée à cause de ça parce que on va pas se mentir, c'est rare qu'on ait des rendez-vous, des after work, du coup ça serait des before work, ça n'existe pas encore, je pense peut-être qu'il faudrait l'inventer, mais en tout cas le matin à 8h30, personnellement j'ai personne qui n'organise d'événements qui m'intéressent en tout cas à cette heure-là, donc ça me permet de lier ces trois problématiques. Ensuite, mon 8e conseil, c'est de planifier son temps libre, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. On planifie souvent tout ce qu'on a à faire. Et par contre, on ne planifie pas ses temps de détente. Et donc, de se dire, en fait, justement, de le voir comme une récompense, en mode, aujourd'hui, j'ai ça à faire, par exemple. Un exemple pris au hasard, je dois travailler sur mon rapport semestriel. C'est un exemple totalement au hasard. Et donc, je dois faire un certain nombre de pages ou arriver à un certain endroit. Et tant que je n'ai pas fini ça, je ne pourrais pas me divertir, et sinon je pourrais me divertir. Et donc en fait c'est une forme de planification, et ça permet de se motiver, de se dire après j'aurai du temps libre et je sais que c'est prévu, et surtout de ne pas culpabiliser d'avoir du temps libre, parce que je pense que même, alors, je sais pas si j'arrive à berner mon cerveau en lui disant
attention, il faut que tu sois le plus productif possible pour avoir le plus de divertissement possible. Ou si ça ne fonctionne peut-être pas trop, puisque c'est moi qui essaie de m'auto-persuader de ça. Mais en tout cas, je pense que c'est important de ne pas culpabiliser et de prendre du temps pour soi et de se récompenser quand on a bien travaillé, parce que ça contribue aussi à la motivation. En conseil numéro 9, je mettrais de rester à l'écoute de son corps, mais en fait j'ai mis corps, mais c'est aussi esprit, enfin de son cœur aussi, hein, soyez à votre écoute. Mais surtout, des fois, en fait, c'est normal d'avoir prévu des choses et finalement on est fatigué et finalement on a la flemme. Bon, essayez de pas trop avoir la flemme tous les jours parce que sinon ça peut être un peu problématique. Quoique ce mois-ci, le mois d'octobre, j'ai eu pas mal la flemme quand même, la grosse flemme. Euh, mais en tout cas, voilà, n'oubliez pas que votre santé, c'est quand même aussi que ça soit physique ou mental ou peu importe, c'est quand même la priorité et que demain, si vous n'avez plus la santé, bah, vous ne pourrez plus faire toutes les autres choses. Donc, quand même, restez à l'écoute de votre corps et des fois, il vaut mieux s'arrêter un jour, 2 jours, une semaine, un mois pour reprendre avec plus de motivation et repartir de plus belle plutôt que des fois passer du temps. Par exemple, quelque chose qui vous aurait pris une demi-heure en temps normal, et ben là ça va vous prendre 2 heures parce que vous avez la flemme, parce que vous êtes fatigué. En fait, vaut mieux faire une pause, bien se reposer pour réattaquer derrière. Donc ça, je l'ai mis à la fin, mais aussi parce que c'est super important et outre tout ce qu'on vient de voir pour augmenter sa productivité, il n'y a pas que la productivité dans la vie, donc voilà, c'était important. Et enfin, mon 10e conseil, c'est en fait, il n'y a pas une organisation qui est meilleure qu'une autre parce que ça dépend de plein de choses, notamment de vos contraintes, de vos objectifs, en fonction du taf qu'on a, en fonction des enfants qu'on a, en fonction de plein de choses, en fonction des activités extrascolaires et tout. Extrascolaires, je me crois encore à l'école, enfin des activités, enfin vos hobbies quoi. Et donc moi par exemple, typiquement, je te disais que j'avais mis en place le sport tous les matins. En fait, je l'ai mis en place depuis le mois d'octobre et j'ai testé pour voir si ça me convenait ou pas. Peut-être que ça aurait pu ne pas me convenir parce que en fait, la chance que j'ai eue, c'est que aussi le sport ça fatigue et donc ça me fait me coucher plus tôt. Et plutôt vers 23 heures, ce qui me permet, après comme je me lève genre à 7h45, 8h, bah, j'ai quand même pas mal de temps pour dormir. Et donc c'est un cercle vertueux plutôt qu'avant où je me couchais genre à 1, 2, 3 heures du matin et je me levais à 9h. Au final j'avais beaucoup moins de temps de sommeil. Donc j'ai testé, ça aurait pu ne pas convenir. Pour le coup, je trouve que ça me va plutôt bien, donc je vais garder cette routine. Et typiquement aussi sur le mois d'octobre, donc j'ai commencé comme je disais, à faire du sport tous les matins. Et j'ai aussi testé de ne pas travailler le soir en semaine et de garder uniquement, enfin quand j'y travaillais, c'est travailler sur mes projets, le blog, le podcast, tout ça en semaine, mais plutôt de le garder pour mes 2 jours de week-end qui sont un peu particuliers parce que je vais vous le dire après. Mais donc ça c'était ce que j'avais prévu. Sauf qu'au final je me suis rendu compte que par rapport à mes objectifs et mes ambitions, et c'est pas un gros mot de dire ça, et c'est pas forcément des ambitions incroyables, mais on va dire ce que j'ai envie de faire, le contenu que j'ai envie de partager, bah en fait c'est juste pas possible de ne pas avancer dessus la semaine et de juste consacrer 2 jours par semaine. Alors quand je dis 2 jours, moi enfin je compte que c'est des journées semi-projet, semi quand même perso, repos et tout, donc c'est plutôt des journées de 5-6 heures de travail, donc c'est des petites journées. Mais ce qui fait que justement avec ce temps-là, c'est impossible de faire tout ce que j'aurais envie de faire. Et donc à un moment, c'est là qu'on se pose la question, est-ce que je veux faire beaucoup de choses et auquel cas je mets les ressources nécessaires derrière, les moyens qu'il faut, ou soit j'accepte de faire moins et d'y mettre moins de ressources. Donc moi alors,
franchement, c'est pas quelque chose que j'ai acté sur le papier en mode j'ai tout ça comme objectif, il me faut tout ça comme temps. Donc j'ai arbitré un peu intuitivement, mais en tout cas, j'ai pas forcément envie de baisser mes idées, mes projets et tout. Donc je me suis dit que ce mois-ci, donc là c'est la première semaine que je teste ça, je vais retravailler entre guillemets sur mes projets le soir. Et donc ce que j'ai fait, ce que je teste ce mois-ci, c'est en fait peu importe dans nos journées, si on veut être le plus productif possible, avec des gros guillemets, puisque l'objectif de vie n'est pas forcément d'être le plus productif, mais c'est en fait d'éliminer tous les temps un peu de frottement, les temps qu'on passe mais qui ne servent pas à grand chose. Dans mon cas, là, le mois d'octobre qui vient de s'écouler, je rentrais, donc je quitte le taf à 18h30 comme je commence à 9h30. 18h30, 18h45, 19h parfois, mais c'est très rare. Et donc j'arrive chez moi à peu près un quart d'heure après. Et donc comme il était genre 19h, 19h, 19h15, c'est pas encore tout à fait l'heure de manger. En tout cas, c'est pas l'heure à laquelle on mange chez moi. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait? On bouine sur le téléphone, à regarder des petites vidéos et tout. Mais c'est pas quelque chose qui apporte vraiment grand-chose. Alors c'est bien de se divertir, hein, mais en tout cas c'est un temps qui peut être largement supprimé. Et donc ce qu'on a décidé avec mon copain, qu'on testait ce mois-ci, c'est que donc, je rentre du taf vers 19h, 19h15. Et en fait c'est de manger direct, donc de décaler l'heure du manger. Comme ça, normalement on finit de manger vers 20h, 20h30. Et donc de 20h30, admettons, à 22h, eh bien, on a le temps de faire nos trucs chacun de notre côté. Donc moi, par exemple, je vais bosser sur mes projets. Lui, il va bosser sur ses projets ou jouer à des jeux vidéo. Donc, ce qui nous permet d'avoir du temps le soir. Donc là, par exemple, ça fait 1h30. Et ensuite, on va, par exemple, regarder un film ou un épisode de série, vu que moi, je suis censée me coucher à 23h, donc de 22h à 23h, ça nous laisse 1 heure pour regarder un petit épisode. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas une organisation qui convient à tout le monde, déjà, ça c'est sûr. Et il n'y a pas une organisation qui te convient, qui est figée dans le temps aujourd'hui. Elle sera pour autant pas forcément adaptée à tes contraintes de demain ni à tes objectifs. Donc bien le prendre ça en compte. Et donc j'ai aussi un conseil bonus puisque je vous ai un peu teasé. Enfin en fait je t'ai dit que j'avais deux jours sur lesquels je travaillais sur mes projets et en fait c'est 2 jours sur mes 3 jours de week-end. Puisque dans mon cas bon, on n'est pas en semaine de 4 jours. Mais en tout cas moi j'ai demandé à passer à 80% et donc je ne travaille plus le vendredi. Donc tout ça pour te dire que c'est aussi un critère à prendre en compte dans le sens où quand, en fonction de ce que tu as envie de faire, de tes contraintes, de tes objectifs, et bah comme je disais, il faut mettre les ressources qu'il faut derrière. Et donc moi c'est aussi pour ça, enfin j'ai aussi choisi mon cabinet parce que je savais qu'ils étaient ouverts, enfin en prenant tout ça en compte, donc c'était probable qu'ils acceptent, même si c'était pas forcément ma volonté de base quand je suis arrivée il y a un an. Je savais qu'en faisant ce choix de cabinet, ils seraient plus enclins à accepter ce genre de choses aussi. Et donc je suis passée à 80%. Tout ça pour te dire que même quand tu choisis ton job, bah forcément ça a aussi un impact sur la vie perso. Bon, ça, je pense que tu t'en doutes. Mais d'autant plus aussi sur ton organisation, puisque bah, en fonction de où est placé ton taf, forcément ça va impacter ton organisation en fonction de s'il y a du télétravail ou pas, s'il y a que du télétravail ou que du présentiel. Ça va pas forcément convenir à tout le monde et donc voilà, donc je pense que ça vaut le coup de se poser aussi et de se dire c'est quoi que j'ai envie de faire, de combien de temps j'ai besoin, est-ce que dans ce cas-là il faut que j'ai un taf plutôt à 35 heures, à 39 heures ou comme moi à 32 et je pourrais aussi être à 28. Bon, faut pas abuser non plus, je me suis dit bon déjà je passe à 80%, on va garder 32, ce qui est au final assez proche de 35.
mais sur 4 jours, et donc ce qui me permet de consacrer 2 jours à mes projets et de garder le dimanche où je ne fais rien en théorie. Alors pour l'instant, j'ai pas forcément réussi à appliquer ça parce que comme je me fais quand même un peu des to-do list un petit peu à rallonge quand même parce que j'ai mes vieux démons qui sont là, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et donc souvent que je me retrouve le dimanche où par exemple typiquement je n'ai pas écrit ma newsletter entre autres, eh bien je suis obligée de un petit peu travailler mais un tout petit peu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu et t'aura donné des conseils, des astuces que tu peux appliquer et tester au quotidien. N'hésite pas à me faire un retour, notamment sur LinkedIn, c'est plus là où je suis active pour me dire si ce genre d'épisode te plaît. Et si tu as besoin par exemple du fichier Excel pour les objectifs mensuels, que je te passe, je sais pas, un peu que je te montre mon espace Notion avec mon calendrier et mes to-do journalières. N'hésite pas, il me semble pas que j'ai parlé d'autres ressources, mais si jamais, n'hésite pas à revenir vers moi. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Une très bonne journée. Aide-moi à faire connaître le podcast. Soirée, voilà, à très bientôt. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.